Chapitre sur l'audition. Nous sommes toujours dans la première partie consacrée à l'oreille. C'est la suite de cette première partie. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le fonctionnement de l'oreille interne, qui est la partie la plus complexe. Je vous rappelle que l'oreille interne est centrée autour d'un organe principal qui est la cochlée. La cochlée porte ce nom parce que cochlea en latin, ça veut dire petit escargot. La cochlée a cette forme en colimaçon assez caractéristique qui lui a donné son nom. Alors, la cochlée, c'est un organe que vous avez en coupe sur ce schéma un peu complexe. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de tout savoir. Imaginez donc une sorte de tuyau qui est enroulé sur lui-même. Et si on voit ce tuyau en coupe transversale, ça donne cette section circulaire qui est au milieu de ce schéma. Alors, ce qu'il faut retenir pour la cochlée, il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'il y a une membrane qui s'appelle la membrane basilaire, que vous avez sur ce schéma au milieu. Et cette membrane contient des cellules qui sont notamment les cellules ciliées. Ce sont ces cellules qui vont nous intéresser. Retenez, la membrane basilaire de la cochlée contient des cellules qu'on appelle des cellules ciliées. Dans cette cochlée, vous voyez là sur ce schéma, sur la section circulaire, il y a trois espaces qui sont remplis de blanc, qui sont en fait des cavités, et ces espaces sont remplis d'un liquide qui s'appelle l'endolymphe. Et lorsque les osselets de l'oreille moyenne vont venir vibrer sur la fenêtre ovale qui relie l'oreille moyenne à la cochlée, en fait, ces vibrations vont être communiquées à cet endolymphe. Donc l'endolymphe va connaître à son tour des ondes de compression qui vont naviguer dans toute la cochlée en fonction des vibrations qu'elles ont reçues depuis l'oreille moyenne. Si on regarde un peu plus dans le détail les cellules ciliées, ces cellules s'appellent comme cela parce qu'elles possèdent sur leur membrane plasmique des cils microscopiques qui font quelques micromètres de longueur, qui forment des touffes, des petits pinceaux très géométriques, et qui sont en contact avec cet endolymphe. Donc ces cils vont baigner dans cet endolymphe, ils sont en contact avec cet endolymphe, et donc lorsque l'endolymphe va vibrer, ben, cette vibration va être communiquée à ces cils. Et si vous regardez les électronographies prises au microscope électronique à balayage qui sont situées tout en bas, donc avec des fausses couleurs, vous voyez que la disposition géométrique de ces cils est extrêmement précise. Ça forme des motifs qui vont en fait permettre à la cellule ciliée et à l'ensemble des cellules ciliées de vibrer. Enfin plutôt à ces stéréocyles de vibrer. Et lorsque ces stéréocyles vibrent, cette vibration va entraîner une modification de la cellule ciliée. Ça va permettre des entrées en fait et des sorties d'ions qui vont modifier l'équilibre électrique de cette cellule et qui vont pouvoir déclencher un message qualifié de message nerveux. Si vous regardez sur le schéma, vous voyez que les cellules ciliées qui sont en verte vont être connectées à des fibres nerveuses en jaune-orange, là sur ce schéma, ces fibres nerveuses qui vont être reliées au cerveau. En fait, les cellules ciliées de la membrane basilaire de la cochlée vont jouer un rôle absolument fondamental. Ce sont elles qui vont convertir l'information portée par le message sonore en une information de nature électrique portée cette fois-ci par un message nerveux qui pourra être transmis au cerveau pour la suite des opérations. Alors, c'est ce que vous avez expliqué ici de manière un petit peu plus détaillée. Vous voyez, vous retrouvez l'organisation de ces stéréocyles. Alors, il y a différents types de cellules ciliées. Il y en a qui vont avoir des stéréocyles qui sont plutôt en ligne, ce que vous avez en haut, et d'autres des cellules ciliées qui vont avoir des stéréocyles qui vont avoir une organisation en forme de V. Elles n'ont pas tout à fait le même rôle, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Encore une fois, vous voyez l'organisation. À gauche, une électronographie en microscopie électronique à balayage avec des fausses couleurs. En haut à droite, on est dans l'endolymphe. On voit les touffes de stéréocyles qui dépassent, qui sont colorisées en orange. Chaque touffe est reliée à une cellule ciliée particulière, qui est en rose-rouge là. Et ces cellules ciliées sont elles-mêmes reliées à des fibres nerveuses que l'on ne voit pas sur cette image, mais qui partiraient en bas à gauche. Et donc lorsque les cils vont se mettre à vibrer parce que l'endolymphe vibre, parce que la fenêtre ovale a vibré, parce que l'oreille moyenne a vibré, parce que le tympan a vibré, parce qu'il y a une onde sonore qui est arrivée, bah, alors ces stéréocyles vibrants vont modifier l'activité de la cellule ciliée, qui elle-même va transformer cette modification d'activité en un message nerveux qui sera transmis à un neurone, c'est-à-dire à une cellule nerveuse. Alors,
Ce document est intéressant parce qu'il montre que, en fonction du message sonore qui est arrivé, c'est-à-dire finalement en fonction du déplacement des stéréociles, on ne va pas avoir la même modification d'activité de la cellule ciliée. Autrement dit, il y a un codage de l'information. Et ce codage va se faire en fréquence. Ça, c'est important. C'est-à-dire que lorsque les stéréociles sont un petit peu modifiés, autrement dit, le son était relativement faible, ben, il va y avoir peu d'activité du neurone sensoriel relié à la cellule ciliée. Il va y avoir quelques pics, mais lorsque le message sonore était plus important, en termes d'audition, en termes d'intensité sonore, eh ben, on va avoir une fréquence qui augmente. Vous voyez que sur le schéma du milieu, on a des pics d'activité du neurone sensoriel qui sont beaucoup plus rapprochés. Et le cerveau va être capable de décoder cette information en fréquence et de l'associer à une information différente en termes d'intensité sonore. Également, on peut aller un petit peu plus loin dans le fonctionnement de la cochlée. Alors, vous retrouvez, une électronographie de la cochlée en bas à gauche, vous voyez cette forme en escargot un peu typique. Et en fait, les sons ne vont pas être, perçus au même endroit dans la cochlée en fonction de leur intensité pardon, en fonction de leur fréquence. C'est-à-dire que, la cochlée va être divisée en plusieurs zones et plus les sons vont être graves, c'est-à-dire plus leurs fréquences vont être basses, plus ils vont être, captés et analysés par des cellules ciliées qui sont, vers le centre de cet escargot. Alors que, à l'extérieur de cet escargot, le plus à gauche là où il y a la flèche écrit conduit cochléaire, bah, là ce sont les sons les plus aigus et on est juste en contact ici avec la fenêtre ovale en contact, en communication avec la l'oreille moyenne. Pour résumer, et ça c'est très très important hein, pour résumer surtout cette partie, on a en fait une oreille qui est divisée en trois, et chacune de ces trois parties de l'oreille va avoir une fonction très différente. Vous avez d'abord l'oreille externe qui a comme fonction de réceptionner l'information sonore qui arrive de l'extérieur. Donc là, on a un phénomène d'amplification qui peut commencer à avoir lieu, mais surtout de capture de l'information du message sonore, des différentes ondes sonores, notamment par le pavillon. Puis on a l'oreille moyenne avec le fonctionnement des osselets et avec la différence de taille entre le tympan et la fenêtre ovale, va être capable d'amplifier, de transmettre déjà, et puis d'amplifier ce message sonore, et permettre ainsi à ces ondes de pouvoir mettre en vibration l'endolymphe qui est présente dans la troisième partie, l'oreille interne, et cette fois-ci, cette oreille interne va permettre de convertir ce message sonore en un message nerveux qui lui sera transmis vers le nerf auditif pour la suite de l'aventure. Alors, je vous conseille de faire ces deux exercices, l'exercice 5, page 231 et l'exercice 7, page 232 de votre livre, de manière à approfondir un petit peu cette partie.